Il est temps de passer à la vitesse supérieure en Ukraine. Il est temps que les États-Unis et les autres nations occidentales frappent la Russie durement. Envoyer plus d'aide que jamais en Ukraine afin d'intensifier le conflit et peut-être, enfin, y mettre un terme. C'est ce qu'affirme le général américain à la retraite David Petraeus. Et quand un homme comme David Petraeus parle, le monde militaire a tendance à écouter. Né en 1952, Petraeus s'est inscrit à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, après avoir terminé le lycée. Il a ensuite connu une longue et illustre carrière dans l'armée, servant un total de 37 ans dans l'armée américaine. Au cours de ses près de 4 décennies de service actif, Petraeus a gravi les échelons, devenant finalement commandant de la Force internationale d'assistance à la sécurité et commandant des forces américaines en Afghanistan. Il a également servi en tant que général commandant de la force multinationale en Irak, dirigeant toutes les forces de la coalition pendant une partie de la guerre en Irak. Après avoir quitté l'armée, il est devenu le 4e directeur de la Central Intelligence Agency. Bien qu'il soit à la retraite de nos jours, Petraeus est toujours actif. Il enseigne dans des universités du monde entier et garde un œil attentif sur les événements géopolitiques, partageant la sagesse de son expérience lors d'interviews et d'articles dans les médias. Il est une voix forte et critique contre l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie depuis le début de la guerre. En juillet 2022, il s'est associé à 3 autres anciens généraux militaires pour former le Conseil consultatif stratégique pour la défense de l'Ukraine, avec pour mission de fournir des conseils d'experts et des analyses stratégiques aux forces armées ukrainiennes. Depuis lors, il s'est exprimé à de nombreuses reprises contre la Russie. Il a critiqué non seulement les motifs présumés du pays pour envahir, mais aussi ses tactiques et les normes générales établies par ses dirigeants militaires et ses forces. En 2023, lorsqu'on lui a demandé si la Russie avait du mal à atteindre ses objectifs en raison d'échecs dans le renseignement, chez les conscrits ou dans la culture militaire, il a donné une réponse accablante. Tout cela et plus encore, notamment une conception de campagne défaillante et une formation inadaptée. Que faisaient-ils pendant tous ces mois? Ils étaient déployés aux frontières nord, est et sud de l'Ukraine. Un mauvais commandement, un contrôle et des communications défaillants, une discipline insuffisante et une culture qui tolère les crimes de guerre et les abus envers les populations locales. Un équipement médiocre, illustré par des tourelles qui sautent des chars lorsque des incendies s'y déclarent. Des capacités logistiques insuffisantes, une incapacité à obtenir des effets interarmes pour employer efficacement toutes les capacités terrestres et aériennes ensemble. Une architecture organisationnelle inadéquate, l'absence d'un corps de sous-officiers professionnels, un système de commandement vertical qui ne favorise pas l'initiative aux échelons inférieurs, et une corruption généralisée. Cela sape tous les aspects de leur armée, ainsi que le complexe militaro-industriel qui la soutient. Petraeus a également critiqué la dépendance de la Russie à l'égard des tactiques de force brute et des frappes d'artillerie massive, suggérant que l'armée du pays a été particulièrement gaspilleuse. Ils privilégient la quantité à la précision et détruisent entièrement des villes et des villages simplement pour pouvoir s'emparer de petites parcelles de terrain sans importance. A l'inverse, il a à plusieurs reprises salué les vaillants défenseurs de l'Ukraine pour leur remarquable capacité à tenir leur position et à repousser une force bien plus importante tout en lançant leur propre contre-attaque réussie. Petraeus a également été l'un des partisans les plus fervents de l'aide continue à l'Ukraine. Il a continuellement exhorté les nations de l'OTAN à jouer leur rôle et à continuer d'envoyer des armes et des munitions à Kiev, car il comprend à quel point cela est important. Dans une interview accordée à Cable News Network en 2022 par exemple, Petraeus a souligné comment la Russie avait été contrainte de déplacer ses quartiers généraux et ses réserves de carburant en réponse à la fourniture par les États-Unis et le Royaume-Uni de systèmes de roquettes à haute mobilité à l'Ukraine. Cela, a-t-il dit, a eu un impact énorme en ralentissant les avancées russes en Ukraine. Il a ajouté que le soutien occidental avait également donné aux soldats ukrainiens l'opportunité d'améliorer leur contre-offensive et de reprendre certains territoires. Au fil des années depuis lors, David Petraeus a, à plusieurs reprises, appelé les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN à envoyer à l'Ukraine des armes plus précieuses et décisives, comme les systèmes de missiles Patriot. Maintenant, il souhaite que l'Alliance aille encore plus loin et frappe la Russie plus durement que jamais auparavant. Le lundi 28 juillet, lors d'un événement de l'Hudson Institute à Washington, district de Columbia, David Petraeus a déclaré qu'un cessez-le-feu dans cette guerre n'aura pas lieu, tant que l'Ukraine ne sera pas assez forte pour changer la dynamique du champ de bataille et stopper les avancées russes une bonne fois pour toutes.
Pour cela, David Petraeus soutient que l'Ukraine a besoin d'encore plus d'aide de la part de ses alliés occidentaux. Je ne prévois pas d'accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, jusqu'à ce que les États-Unis, les pays européens et d'autres pays occidentaux fournissent tellement d'aide à l'Ukraine qu'ils puissent changer la dynamique sur le champ de bataille. En d'autres termes, l'ancien général veut voir l'Ukraine non seulement capable de repousser les attaques russes et de lancer ses propres contre-attaques ici et là, comme sa récente reprise de Kindrativka. Il veut plutôt que les forces armées ukrainiennes soient suffisamment fortes pour empêcher les Russes de prendre davantage de territoire. Et peut-être même les repousser petit à petit, annulant tous leurs efforts de ces dernières années dans des régions comme Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia. Pour Petraeus, c'est la seule chose qui fera que le président russe Vladimir Poutine acceptera enfin que cette invasion était une énorme erreur et y mettra finalement fin. Cela rejoint les précédents commentaires de l'ancien patron de la CIA, qui a répété à plusieurs reprises que la seule façon d'arrêter la guerre est essentiellement de rendre impossible une victoire de Poutine. En 2023, on lui a demandé comment il pensait que la guerre se terminerait, et il a déclaré « Je pense qu'elle se termine par une résolution négociée. Lorsque Poutine reconnaîtra que la guerre est insoutenable à la fois sur le champ de bataille, où la Russie a, en une seule année, probablement subi plusieurs fois plus de pertes que l'Union des républiques socialistes soviétiques en près d'une décennie en Afghanistan. Et sur le front intérieur, qui a été fortement touché par les sanctions économiques, financières et personnelles, ainsi que par les contrôles à l'exportation. Ce point semble plus proche aujourd'hui qu'il ne l'était en 2023 lorsque Petraeus a fait ses commentaires. La Russie a subi des pertes colossales au cours des années qui ont suivi, avec plus d'1 million de victimes. Elle a également perdu d'énormes quantités d'équipements militaires, allant des chars et véhicules blindés aux systèmes de défense aérienne, stations radars et avions. Le pays fait également face à une période potentiellement prolongée de difficultés économiques provoquées par les sanctions occidentales. Et l'énorme coût de la guerre, combiné à une pénurie de main-d'œuvre dramatique et à d'autres crises dont presque toutes sont directement liées au conflit. Et pourtant, la guerre continue. Ceci, selon Petraeus, est un signe de l'acharnement et de la détermination de Poutine à poursuivre cette invasion. Et même l'énorme perte de vies humaines parmi son propre peuple ne suffit pas à lui faire changer d'avis. Il a souligné que la Russie a désormais subi plus d'1 million de pertes, et que la moitié des blessés seraient incapables de retourner au front. C'est le genre de coup qu'ils ont été prêts à supporter. Donc il faudrait faire quelque chose de vraiment spectaculaire. Il faut les arrêter net. Sur le champ de bataille, Petraeus n'est pas étranger aux conflits impliquant de lourdes pertes humaines. Lors de son discours à l'Institut Hudson, Petraeus s'est souvenu avoir dû écrire des lettres de condoléances aux familles des soldats tombés au combat, admettant qu'il avait du mal à comprendre l'ampleur des pertes en Ukraine. Il estime que la guerre a été si dévastatrice pour les forces russes qu'elle a peut-être même fait perdre la raison à certains des commandants du pays et à ses esprits militaires les plus expérimentés. Il a pris l'exemple de Yevgeny Prigojine, l'ancien chef du groupe de mercenaires Wagner, pour illustrer son propos dans une certaine mesure. Prigojine a été autrefois l'un des plus proches confidents et soutiens de Poutine, ainsi que l'une des personnes les plus puissantes de Russie. Il contrôlait un vaste réseau d'entreprises étroitement liées au ministère russe de la Défense et aux services de renseignement. Au début de la guerre, Prigojine était l'une des figures clés menant l'offensive vers Kiev. Mais avec le temps, alors que l'invasion russe s'enlisait et que le groupe Wagner subissait des dizaines de milliers de pertes, le chef des mercenaires s'est finalement retourné contre Poutine et a mené une rébellion de courte durée contre Moscou avant de mourir dans un crash d'avion suspect. Peu de temps après, Petraeus se demande si le chef des mercenaires n'est pas devenu un peu fou après avoir vu mourir tant d'hommes sous son commandement. C'est certainement possible, et il est probable que d'autres commandants russes, ainsi que des officiers et des soldats de tous grades et niveaux, aient subi des effondrements similaires. Après avoir été témoin de la perte d'innombrables frères d'armes, l'ancien général a poursuivi en évoquant les exigences de Poutine pour un accord de paix, qui inclut la destitution et le remplacement du président actuel de l'Ukraine, Vladimir Zelensky. La démilitarisation de l'Ukraine et une interdiction totale d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN à l'avenir, cela est évidemment inacceptable pour le président Zelensky et, en réalité, pour le peuple ukrainien. C'est un autre signe que Poutine n'est pas vraiment sérieux quant à la négociation d'une fin à la guerre pour le moment.
Parce que tant que son pays progresse, aussi petites et lentes que soient ses avancées, il veut continuer. Il veut étendre sa sphère de pouvoir et d'influence, agrandir le territoire de la Russie kilomètre carré par kilomètre carré, et affaiblir l'Ukraine petit à petit. Et peu importe combien de ses compatriotes meurent ou sont blessés dans le processus, ou combien de parents, conjoints et enfants russes sont laissés à pleurer la perte de leurs proches. Tant qu'il y a une forme de progrès, Poutine ne s'arrêtera pas. Voilà à quel point il est impitoyable, et à quel point il se soucie peu du sort de son peuple. Pétréus a souligné cela dans son discours, et donc, faire ce qui est nécessaire pour permettre à l'Ukraine de les arrêter net, peut-être même de les repousser un peu. C'est ainsi qu'on crée les conditions pour que Poutine soit enfin prêt à s'asseoir à une table et à envisager quelque chose de réaliste. Cela nécessiterait cependant encore plus de paquets d'aides financières et militaires envoyés à l'Ukraine par des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, et ainsi de suite. Ces nations et d'autres, à travers l'alliance de l'OTAN, ont déjà soutenu l'Ukraine de manière importante depuis le début de la guerre. Les États-Unis, par exemple, ont jusqu'à présent dépensé environ 175 milliards de dollars, dont près de 130 milliards sont allés directement au gouvernement ukrainien, sous forme d'armes, d'équipements, de soutien budgétaire et d'aide humanitaire. L'Union européenne, quant à elle, a fourni environ 180 milliards de dollars d'aide financière, militaire, humanitaire et pour les réfugiés, sous forme de subventions et de prêts. Et les pays de l'OTAN continuent de surenchérir. Plus tôt cette année, lors du sommet de l'OTAN, à La Haye, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a révélé que l'Europe et le Canada envoient plus de soutien à l'Ukraine que jamais auparavant. Ce que vous voyez en ce moment, c'est que les partenaires européens et canadiens intensifient désormais leur soutien à l'Ukraine. Déjà, plus de 35 milliards d'euros ont été promis cette année, et cela avant même d'atteindre la moitié de l'année. Au 1er juillet et l'année dernière, c'était un peu plus de 50 milliards pour toute l'année. Nous pouvons donc supposer que le montant total pour 2025 dépassera celui de 2024. Et cela vous montre que le soutien à l'Ukraine se poursuit. Utah a également affirmé que l'OTAN dans son ensemble resterait engagé à soutenir l'Ukraine et faire tout ce qui est de nécessaire pour mettre fin à la guerre et empêcher toute nouvelle attaque ou tentative d'invasion à l'avenir. Les États-Unis, eux aussi, ont intensifié leur soutien à l'Ukraine. Après un bref mais temporaire retard dans l'aide, le président américain Donald Trump a confirmé qu'un énorme paquet d'aide américaine était en route vers Kiev, financé par les alliés de l'OTAN. Le paquet devrait inclure, entre autres équipements, toutes les importantes batteries et missiles du système de missiles Patriot. Trump a également fixé à Poutine une date limite claire, lassé des mensonges et des fausses promesses du président russe. Le 14 juillet, Trump a donné à la Russie 50 jours pour accepter un accord de paix. Sinon, elle devra faire face à de graves conséquences sous la forme de certains des plus grands tarifs jamais vus. Mais le 28 juillet, Trump a intensifié la pression et a considérablement raccourci son délai. S'exprimant en Écosse, où il a joué au golf mais aussi rencontré des dirigeants européens, Trump a déclaré qu'il était déçu par les actions de Poutine, en particulier les bombardements continus des villes ukrainiennes et le meurtre de civils. Le président a déclaré « Je vais fixer une nouvelle échéance d'environ 10 ou 12 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a aucune raison qu'ils attendent, ça fait 50 jours. Je veux être généreux, mais... » Nous ne constatons aucune avancée. L'échéance fixée par Trump donnait à la Russie jusqu'à début septembre pour un accord. Maintenant, il veut que le Kremlin agisse beaucoup plus vite, c'est-à-dire d'ici le 10 août ou plus tard. Poutine doit parvenir à un certain accord avec Kiev, ou en subir les conséquences. Et Trump exhorte son homologue russe à faire ce qu'il faut, en disant Plus tôt en juillet, Trump semblait s'être lassé des jeux de Poutine, déclarant « Nous avions conclu un accord à 4 reprises ». Et puis vous rentrez chez vous et vous voyez que la Russie vient d'attaquer une maison de retraite ou quelque chose à Kiev. Alors, c'était quoi tout ça ? Il a ajouté « Je ne suis plus tellement intéressé à discuter », avant de fixer son premier délai de 50 jours. À l'époque,
La Russie a rejeté ce délai, le vice-ministre des Affaires étrangères du pays, Sergueï Ryabkov, déclarant que toute tentative de faire des exigences, en particulier des ultimatums, est inacceptable pour nous. L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, qui entretient toujours des liens étroits avec le Kremlin, a également critiqué Trump pour son ultimatum théâtral et a affirmé que la Russie se moquait de la menace du président américain. Alors que les responsables du Kremlin n'ont pas encore commenté le dernier ultimatum, Medvedev a de nouveau partagé son point de vue sur les réseaux sociaux, écrivant « Chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre. Pas entre la Russie et l'Ukraine, mais avec le propre pays de Trump. » Il reste à voir cependant si Poutine partage ce point de vue. Parce que si la date limite est dépassée, et que la Russie ne parvient pas à conclure un accord, la prochaine série de tarifs de Trump pourrait mettre l'économie du pays à genoux. La Maison-Blanche a révélé que les tarifs concerneraient tous les produits russes, rendant beaucoup plus difficile pour le pays de mener des échanges commerciaux internationaux. Tous les pays qui continuent de faire des affaires avec la Russie, comme ceux qui achètent et utilisent du pétrole russe, seraient également lourdement sanctionnés. Et cette sanction pourrait devenir encore plus sévère si la loi sur les sanctions contre la Russie de 2025 est adoptée. Un projet de loi bipartisan présenté par le sénateur républicain Lindsey Graham et le sénateur démocrate Richard Blumenthal. La loi sur les sanctions contre la Russie donnerait au président Trump le pouvoir d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 500% aux pays qui aident ou soutiennent la Russie de quelque manière que ce soit. Ce type de droit de douane aurait un impact considérable sur les économies de ces pays et les obligerait probablement à reconsidérer leurs investissements en Russie et à chercher d'autres options. Cela affaiblirait davantage l'économie russe, déjà en position périlleuse. Poutine a même dû annoncer un plan visant à réduire les dépenses militaires pour 2026 afin d'aider à éviter une récession imminente. Le fonds national de richesse du pays diminue également rapidement. Et Poutine pourrait enfin regarder le chaos qu'il a créé et se rendre compte à quel point tout cela est insoutenable. Malgré toutes les tactiques hardées qu'il utilise pour intensifier et renforcer la machine de guerre russe, Poutine doit bien voir qu'il échoue. Les gains sur le terrain sont lents et progressifs. La grande offensive d'été fait un flop. Et même en tirant un nombre record de drones et de missiles sur les villes ukrainiennes et les infrastructures civiles, cela ne donne pas les résultats que le Kremlin souhaite. En bref, la Russie échoue, son économie s'effondre, ses pertes s'envolent, et elle doit recourir à des mesures de plus en plus désespérées pour soutenir son invasion. Comme sortir des chars de l'époque soviétique de la retraite, et envoyer des escouades de soldats de l'autre côté de la frontière. En roulant à moto au lieu de véhicules blindés, le moral des Ukrainiens ne faiblit pas. En fait, le pays continue de faire preuve d'une détermination et d'un esprit remarquable. Les Ukrainiens s'accrochent à des points stratégiques, tiennent leur position et contre-attaquent, même dans certaines zones, pour reprendre les terres perdues et repousser les Russes. On en est arrivé à un point où de nombreux experts s'accordent à dire qu'il est plus ou moins impossible pour la Russie de gagner cette guerre, puisqu'il faudrait littéralement des décennies d'efforts et d'investissements. C'est totalement insoutenable, et tout le monde peut le voir. Cependant, il semble que Poutine veuille continuer à ignorer la réalité, vivant dans son propre monde imaginaire, où l'armée russe est une force toute puissante et inarrêtable. Et lui, en tant que grand et glorieux dirigeant, est destiné à entrer dans l'histoire comme un Pierre le Grand des temps modernes. Peut-être que les prochains tarifs de Trump seront le coup de grâce, la goutte d'eau qui fera plier Poutine et l'amènera à accepter un accord. Mais sinon, peut-être que David Petraeus a raison, et qu'une démonstration de force forte et décisive est la seule option qui reste. Avec l'OTAN qui doit une fois de plus augmenter la mise, en fournissant le type d'aide révolutionnaire qui fera pencher le champ de bataille en faveur de l'Ukraine à une échelle sans précédent. Si c'est le cas, il reste simplement à voir si les membres de l'Alliance seront prêts à prendre une décision aussi grande et coûteuse. Seul le temps nous le dira. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, regardez notre vidéo récente qui explique comment l'Ukraine a une fois de plus défié des probabilités quasi impossibles pour reprendre un village occupé près de la frontière russe. Ou découvrez comment les forces armées ukrainiennes utilisent des tactiques innovantes, presque magiques, pour rendre leurs avions de chasse F-16 totalement intouchables. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne d'information de confiance afin de rester informé et à jour sur tous les derniers développements en provenance du front et d'ailleurs.